Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour à Maxime. Oui, Comment, bonjour. comment tu vas? Eh ben, je vais super, à 10 C'est heures, à la c'est- fraîche. c'est toi qui va essuyer les plâtres pour ce. On lance la journée Digital Rise aujourd'hui. Merci à tous d'être là. On attend encore quelques personnes qui vont arriver, mais on va démarrer, ça les fera arriver. Donc, ce que je vous propose, ça va être de démarrer. Aujourd'hui, c'est 6 grandes thématiques que nous abordons tout au long de la journée autour de la visibilité naturelle des marques, naturelle mais pas que. On va démarrer ce premier webinaire avec toi, Maxime, sur le e-commerce. Moi, je suis Xavier Favarel, directeur de clientèle à l'agence WAM. C'est moi qui vais animer tous les webinaires aujourd'hui. Maxime, je te laisse te présenter. Eh bien, merci Xavier. Moi, je suis Maxime Bonnefond, chef de projet et fraîchement directeur technique SEO chez WAM, Bravo. l'agence WAM depuis 9 ans que j'exerce ce métier au sein de l'agence. Et c'est avec grand plaisir que je vais vous partager un petit peu mes inputs e-commerce Tout à aujourd'hui. fait. Mais avant je vais rapidement vous présenter l'agence. Petit point sur le déroulement du webinaire. On a 45 minutes. On va essayer de faire 30 minutes de présentation maxime pour avoir 10-15 Ouais. minutes de questions. N'hésitez pas à poser des questions dans la petite colonne de droite. On y répondra en fin de webinaire. On va aussi lancer des petits sondages auxquels je vais vous inviter aussi à répondre. Ça nous aidera aussi à avoir des petites tendances un peu de vous, ce que vous pensez sur cette thématique de Google Shopping. Et bien sûr, on va vous envoyer la présentation cette semaine, jeudi, avec le replay. Donc, vous aurez le document que Maxime va vous présenter. Mais avant que tu démarres, comme je l'ai dit, je vais vous parler de l'agence WAM pour que les gens un peu comprennent pourquoi on est là, dans quel périmètre on intervient, s'ils ne nous connaissent pas. Donc, je t'invite à passer à la slide suivante, Maxime. Allez, c'est L'agence, parti. merci. L'agence WAM, donc on accompagne les clients depuis à peu près 15 ans sur tous les leviers clés de la search experience sur 7 grandes thématiques. Le SEO, pour construire des stratégies de visibilité sur mesure pour nos clients. Le contenu, c'est la clé aussi, toute la partie éditoriale. Monter des stratégies éditoriales jusqu'à la production de contenu sur tout type de format, que ce soit pour votre site, mais pour tous les autres canaux, et je pense notamment aux réseaux sociaux, qui prend une part belle et qui a une très grande importance aujourd'hui. Le SIA, pour accompagner aussi les clients sur des problématiques qui vont être très héroïstes. On a également toute la partie développement de sites web, où on est capable de vous accompagner sur des refontes de sites. Si vous avez ce sujet-là, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur la partie WordPress et PrestaShop, nos CMS sur lesquels on est spécialisé. Également, la partie relations presse, c'est ce qui fait un peu notre particularité, qu'on intègre dans beaucoup de nos stratégies de visibilité aujourd'hui pour travailler l'autorité des clients pour lesquels on travaille, développer leur autorité, mais aussi leur influence. Un pôle IT, où là, là aussi, c'est assez spécifique. On va accompagner des clients sur des sujets très stratégiques pour eux, à forte valeur ajoutée. Je vous prends un exemple très simple. Un client qui veut se lancer sur un nouveau business, sur un nouveau marché, eh bien, on va l'aider à prendre les bonnes décisions en faisant des études de captation, des analyses de marché, pour qu'il puisse se lancer sur ce nouveau marché, sur ce nouveau secteur. Et enfin, la data. Pour mesurer toutes les actions que je vous ai citées avant, aider nos clients aussi à avoir les données les plus fiables possibles. Et puis voilà, l'agence WAM, c'est tout ça. C'est 60 personnes. On est basé à Lyon, à Paris et à Mulhouse. On a à peu près 250 clients actifs. Si tu peux passer, Maxime, à la slide Bien sûr. suivante. Et donc là, c'est un exemple de clients que nous avons, des grands comptes, des ETI, des PME. Et pour finir, après, je vous embête plus. Moi, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, c'est ce chiffre 7 qui est l'âge moyen des clients chez WAM, qui pour moi résume beaucoup de la fidélité de nos clients, de la qualité de nos prestations, de la relation aussi qu'on a su tisser avec eux, avec les équipes, parce que c'est important. Donc voilà, l'agence WAM, c'est tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, sur l'agence, on vous y répondra. Et maintenant, c'est à toi, Maxime, de nous parler de Google Shopping pour nous dire un peu comment on peut optimiser cette conversion sur ce support, sur ce levier. Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ouais, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à Xavier pour ton introduction. Et bien c'est parti. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un programme qui est assez dense.
Je suis personnellement assez bavard et je vais tout faire pour tenir le timing puisqu'il y a 5 autres webinaires qui arrivent par la suite. Je suis là pour y veiller, Maxime. Ne t'inquiète Eh pas. ben, je compte sur toi. En tout cas, j'ai l'heure aussi sous les yeux. Au programme, on va déjà faire un tour d'horizon sur le contexte e-commerce en France, pour ensuite enchaîner sur Google Shopping, hein, directement dans le vif du sujet, avec un petit jeu de mots que j'aime bien, c'est est-ce que Google et Shopping est bien une marketplace to be. Ensuite, on parlera de sujets d'actualité qui sont Shopping Graph, Google SGE et donc AI Overviews. Et on terminera par quelques leviers qui seront activés et prêts à mettre en œuvre. Donc sans plus attendre, on va partir sur le contexte e-commerce en France. Comment se porte-t-il? Tout d'abord, je me base essentiellement sur des données FEVAD, hein, puisque c'est finalement l'organisme qui restitue le plus d'informations à ce niveau-là. Ce qu'on peut voir, c'est que finalement, le e-commerce se porte plutôt bien. La tendance est plus que favorable. On est sur une croissance en termes de chiffre d'affaires en milliards d'euros qui est sur une croissance à 2 chiffres. On a 2020 qui a été un peu ralenti. On connaît tous l'ère Covid où les commerces essentiels ont dû fermer. Et puis ensuite, c'est reparti de plus belle. Et un petit focus sur le T1 2024. La tendance continue à être fidèle à elle-même, où on va avoir notamment un secteur qui va être tiré par la vente de services et sur T1 aussi, on va avoir une vente de produits qui va reprendre un peu des couleurs puisqu'on était sur une tendance qui était négative sur certaines périodes auparavant. Donc voilà. Le secteur aussi est marqué aussi par une hausse des sites marchands, donc ce qui montre qu'on est un marché qui est assez dense et il y a beaucoup de place à prendre et on va entrer un peu plus dans le détail. Les habitudes d'achat au niveau des au niveau des moteurs de recherche et au niveau bien sûr des sites web, elles sont de plus en plus prononcées. On a 2,3 milliards de transactions en ligne. C'est énorme. Je sais pas ce que ça vous représente pour vous, mais en tout cas, c'est assez intéressant à compléter avec d'autres chiffres qui sont ces 42 millions d'acheteurs qui sont ni plus ni moins 80% des internautes en France. Ils sont en majorité mobinautes et surtout satisfaits de leur achat en ligne. Ça veut dire que les e-commerçants ont bien compris que derrière, il y avait des enjeux en termes de réassurance, en termes de garantie, de logistique, on parle même de RSE, qui sont pris à bras le corps, hein, finalement, par ces e-commerçants pour tirer parti justement de leur activité en e-commerce. La concentration des acteurs sur le marché, elle est plutôt forte et elle se verticalise de plus en plus. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que vous avez une ventilation du nombre de sites par rapport au chiffre d'affaires qui est généré sur chaque tranche. Autant on peut avoir 1% du chiffre d'affaires qui est généré à travers 69% des sites qui font moins de 100 000 euros par an. À l'inverse, on va retrouver une concentration qui sera assez serrée, autour de 1% aussi de sites web qui vont réaliser 76% du chiffre d'affaires du secteur et qui donc sont au-delà de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ça, finalement, cette concentration de cette dernière tranche, elle est marquée par beaucoup de gros acteurs et on le voit bien, pour la plupart, ce sont des places de marché. Et c'est un peu le sujet du jour. L'idée, c'est de voir finalement comment s'organise ce secteur e-commerce qui est animé majoritairement par les marketplaces. Les marketplaces, justement, elles ont tiré parti de l'ère post-Covid en montrant une croissance de plus de 30% des ventes depuis 2019. Et un autre chiffre très intéressant à retenir, c'est que 36% des marchands en ligne vendent leurs produits sur des places de marché tierces et on voit même justement des marketplaces qui annoncent sur d'autres marketplaces. On a une sorte de jungle qui se constitue et qui est plutôt marquée aujourd'hui et ça fonctionne.
Je reviens un petit peu sur l'ère Covid. Vous avez 3 dates en haut à droite de la slide qui sont ni plus ni moins les confinements qu'on a subis tous et il y en a qui ont tiré parti de tout ça, ce sont les GAFA. On parle non seulement de leur poussée en e-commerce, c'est sûr, mais ils se sont aussi prononcés sur la manière de mieux se structurer, de mieux apporter des solutions en termes de cloud, en termes de stockage et en termes de disponibilité pour les produits. Et justement, c'était super intéressant pour les e-commerçants de pouvoir aller annoncer sur des places de marché tierces, alors que leur commerce physique était susceptible d'être fermé. Donc, on a un coup d'accélérateur qui est sans précédent finalement sur les GAFA. On parle bien sûr d'Amazon et Google en particulier, et on sait que ces 2 acteurs vont se faire une guerre sans fin sur le marché ben, des carrefours d'audience. Finalement, Google est un moteur de recherche, mais Amazon en est un carrefour d'audience aussi. Et on parle même de SEO sur Amazon. Donc, il n'y a pas trop de secret à ce niveau-là. C'est c'est un peu la tendance actuelle encore aujourd'hui. Google a accéléré aussi en poussant Google Shopping et surtout en le rendant gratuit depuis 2021, sous couvert de «je veux aider les petits commerçants à s'en sortir». Google a laissé ouvert, justement ces vannes-là et aujourd'hui, tout annonceur, peut, aller afficher ses produits sur Google Shopping de manière gratuite en complément du SIA bien sûr et on va voir, comment Google a procédé pour en arriver là. Justement, c'est la question qu'on se pose, c'est qu'en poussant Google Shopping, est-ce que Google est la marketplace to be? Il y a plusieurs enjeux. Il y a 2 défis majeurs en fait qu'on a retenus, pour Google en e-commerce. C'est, de proposer son moteur de recherche, heu, comme un tunnel de conversion qui va proposer un parcours d'achat qui sera affiné, qui va répondre à des intentions précises et finalement faire entrer l'utilisateur dans un tunnel depuis lequel il ne ressortira pas pour ensuite, se rendre sur les sites web et acheter. Hem, en face de ça, il y a un utilisateur qui est, aujourd'hui, exigeant, qui est difficile à convaincre, qui a besoin justement de solutions, d'accompagnement justement jusqu'à l'achat et on a tendance, à suivre un schéma, au niveau des attentes qui est, sous 4 étapes, qui est découverte, attention, considération, puis achat. La réalité est tout autre, vous voyez bien ce sac de nœuds, c'est ce qu'on appelle le messy middle. Je ne sais pas si, certains d'entre vous en ont entendu parler, mais en tout cas, c'est ni plus ni moins la représentation du parcours de la customer journey d'un utilisateur, pour qu'il accède, pour qu'il conforte finalement son choix pour acheter un produit ou un service. Et tout ça, en fait, est marqué par des biais cognitifs que vous pouvez voir à droite. On peut avoir, la preuve sociale, le biais de rareté et cetera. Est-ce que ce produit a un tarif, est-ce qu'il y a une promotion en cours et cetera? Tous ces signaux vont entrer, en compte, pour aider l'utilisateur à se décider et cette réalité finalement, cette boucle infinie, Google, tente, plus que jamais justement d'apporter des solutions et de conforter l'utilisateur en apportant des expériences de recherche qui seront, augmentées, voire même personnalisées, vous avez dû, souvent voir, des produits qui vous sont proposés par rapport à votre historique de recherche, par rapport à votre localisation, et d'autres leviers. La recherche d'un produit, en considérant finalement que les utilisateurs utilisent massivement, Google, elle commence majoritairement donc sur les moteurs de recherche. On parle principalement de Google. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ce chiffre 51. Ce sont les utilisateurs qui se disent prêts à acheter un produit auprès d'e-commerçants quand on est sur un secteur qui va, couvrir en termes de recherche globale, si on prend tous les mots-clés transactionnels et qu'on ajoute tout leur volume de recherche mensuelle, on atteint 1,4 milliard de recherches et aujourd'hui, il y a une moitié finalement qui est disponible pour que les e-commerçants puissent intégrer finalement, ce parcours de recherche et avoir leur place pour pouvoir vendre.
En réponse à tout ça, donc par rapport aux utilisateurs qui recherchent massivement sur Google, Google nous présente des pages de résultats qui seront personnalisées et on va suivre un schéma qui sera tout autre que linéaire et on matérialise ça. On a l'habitude chez WAM de montrer ce schéma qui est le pinball pattern où l'œil de l'utilisateur va prêter une attention à la manière d'une boule de flipper. Finalement, il va avoir une lecture des produits en fonction de finalement ce qui lui arrivera sous les yeux et ce qui va justement déclencher l'attention et donc le clic. Et on peut voir avec les petites étoiles que j'ai marquées sur la droite, si finalement tous les composants qui sont susceptibles de composer une page de résultats e-commerce. Donc finalement, les acteurs ont tout intérêt à non seulement se concentrer sur des titles, des métadescriptions qui sont bien sûr engageantes et puis qui vont les positionner, mais aussi d'aller apporter tous ces agrégats qui vont leur permettre de déclencher des leviers sous différents formats. On parle de local, on parle de shopping, on parle d'images. Vous avez vu les vignettes fleurir aussi récemment. La recherche est plus que jamais visuelle. Et en tout cas, tout ça ne doit pas passer inaperçu. C'est pas parce qu'on est 3e sur la page de résultats de Google qu'on va pas faire plus de clics que le premier parce que notre résultat est plus pertinent. Donc, vraiment, en guise de verbatim, face au défi de l'attention de l'utilisateur, on se rend compte que les marques doivent s'attacher à optimiser leur visibilité et ce, dans le moindre détail. C'est pour ça que finalement, on a justement sur la fin de cette présentation quelques tips à vous partager. Dans le moindre détail, on verra justement quels sont les leviers qui seront à mettre en œuvre. Et Google se positionne vraiment comme l'entrée du tunnel, l'entrée du tunnel de conversion. C'est finalement un moteur de recherche qui va proposer des listes de produits et qui vont permettre justement à un engagement et on va aller jusqu'à la page de paiement sur le site de l'annonceur. Le deuxième défi, c'est le rattrapage en termes de marketplace sur la part de marché des marketplaces. L'ensemble des marketplaces connaissent une grosse croissance. Google, justement, on veut prendre le pli et au sortir de la crise sanitaire, on a eu justement des signaux qui nous laissent penser que finalement le marché est bon à prendre pour beaucoup d'annonceurs. Google n'a pas raté le coche. Tout ça se passe sur Google Shopping. C'est un levier et ce sont des encarts qui permettent justement aux utilisateurs de rechercher et de comparer. Donc Google est un comparateur et tout ça s'organise du côté administration du compte. C'est sur le Google Merchant Center Next qui consiste à soumettre un flux produit qui soit actualisé et valide. Et à partir du moment où ce flux est bien exploité, on va l'alimenter d'attributs finalement qui vont permettre à Google de comprendre les différents tenants justement d'un produit pour pouvoir l'afficher de manière correcte en face d'une recherche d'un utilisateur. Je reviens rapidement sur cette poussée de Google qui est déjà rendu ce shopping gratuit, mais en plus de ça, Google s'est appuyé sur des partenariats. Donc on est allé chercher plus de produits, plus de vendeurs et donc pour proposer plus de choix, la guerre avec Amazon est carrément déclarée et Google a ni plus ni moins s'est ni plus ni moins rapproché d'acteurs du e-commerce qui sont très connus, qui sont Shopify, WooCommerce, PrestaShop, BigCommerce. Aux États-Unis, ils sont très très nombreux. En France, ils sont très nombreux aussi. Et le fait de pouvoir nouer ces partenariats a permis à Google finalement de contractualiser ni plus ni moins je vulgarise un petit peu, mais de cocher une case qui permet à chaque e-commerçant d'activer la diffusion du flux sur Google Shopping. Donc on simplifie énormément les process et à partir de là, Google se voit grossir justement sa base de produits et pour rivaliser justement avec la volumétrie d'Amazon. Et on pense aujourd'hui qu'on peut plancher sur 35 milliards de produits qui pourraient être éligibles si on compte le nombre de produits sur tous les sites. Voilà. Je crois qu'on est sur 35 millions de produits sur Google aujourd'hui. En tout cas, les leviers sont énormes et on voit bien qu'ils sont encore sous-exploités.
Avec ce constat, cet état des lieux, je vous propose d'enchaîner avec, ce qu'on appelle le shopping graph. Je ne sais pas si ça parle à certains, pour ensuite, basculer sur, ce que Google nous a annoncé sur ces 2 dernières années, à savoir SGE et AI Overviews. J'expliquerai un petit peu, cet acronyme SGE. Mais en tout cas, pour commencer, le shopping graph, c'est ni plus ni moins un modèle qui est dopé à l'IA. C'est clairement le pendant du knowledge graph, le graphe de connaissances que l'on peut voir, un l'encart à droite dans Google. Et là, le shopping graph, c'est ni plus ni moins la possibilité pour Google d'agréger toutes les informations qui concernent un produit pour ensuite le proposer et de mettre en concurrence tous les acteurs qui vendent ce produit. On parle d'un SKU par exemple, qui est ou les GTIN qui sont les identifiants uniques pour un produit de constructeur. Et donc tout ça est géré en temps réel et ça permet justement de relier toutes les entités entre elles pour pouvoir proposer un produit en particulier par rapport à une recherche qui se veut de plus en plus précise et beaucoup plus argumentée, de la part des internautes. Il n'y a plus de secret à ce niveau-là. Le shopping graph permet aussi à Google de s'appuyer sur un écosystème qui est très très fort. C'est là aussi où Google va marquer la différence avec une marketplace classique, on va dire, même Amazon. C'est qu'il va pouvoir s'appuyer sur toutes les entités de son écosystème. On pense à Maps, YouTube, l'onglet shopping encore, et bien sûr Google Images. Ça, c'est vraiment sa force. Et donc en centralisant toutes les données, grâce au flux des vendeurs, le shopping graph collecte et s'alimente de tout ça. Ça rentre dans l'algo, ça rentre dans l'intelligence artificielle qui va pouvoir justement bien digérer ces informations et puis surtout de mettre en face d'une recherche d'un utilisateur une réponse qui sera adaptée et qui sera vraiment pertinente. C'est le fonds de commerce de Google, c'est l'entrée du tunnel et c'est son objectif de pouvoir démêler ce sac de nœuds pour pouvoir permettre à l'utilisateur de conforter son choix et d'aller acheter sur un annonceur, sur un site marchand. Pour la petite histoire, donc vous avez dû voir passer les différents grands messes de Google. Certains d'entre vous peut-être ne les ont pas vus, mais en tout cas, je me permets de les rappeler. Et tout a commencé finalement sur le Search Engine en 2022. Google a posé cette baseline, c'est la recherche, mais autrement. Ce qu'il entend par là, c'est la recherche se veut beaucoup plus visuelle, plus intuitive et plus personnalisée. Et tout ça, ça se matérialise par des use cases qu'il a poussés et qui sont aujourd'hui live aux États-Unis. Petite parenthèse, en Europe, ça met du temps à se mettre en place. Souvent, on est un peu les plus mal lotis à ce niveau-là, puisque l'aspect juridique freine un peu des cas de fer justement pour mettre en place tout ça. Il y a des choses qui se profilent, on va le voir aussi. Mais en tout cas, pour revenir à ces expériences d'achat, on a par exemple Shop the Look. Je donne un exemple. Vous cherchez un pantalon, Google va vous proposer la veste qui va avec, la paire de chaussures, voire même le sac. Et ça apporte une expérience augmentée. Je reste un petit peu sur le visuel. On voit aussi éclore récemment, par exemple, le Circle to Search, où on est sur une photo d'une image, j'entoure le vêtement et Google saura nous proposer justement les produits qui sont ce vêtement véritablement. Et tout ça est prévu grâce à Google Lens, l'application de Google, qui se veut beaucoup plus visuelle et on va même jusqu'à de l'audio et de la vidéo. La deuxième expérience d'achat, ce sont les filtres dynamiques. Là, l'exemple le plus simple possible, c'est vous recherchez un pantalon à pattes d'éléphant, clairement, Google saura vous le proposer, mais la condition, c'est bien sûr que vous l'ayez contribué, par exemple, dans un flux shopping. Et si Google trouve que finalement ce filtre est pertinent, il va le pousser. Et à la manière d'un e-commerce, avec ses facettes, il va pousser ça. Donc plus que pertinent. Et enfin, les guides d'achat, on est beaucoup plus sur un achat qui va être complexe, qui va demander un temps de réflexion qui sera un petit peu plus poussé, avec des spécificités techniques, à l'image de l'achat d'un vélo par exemple. Ça, Google sait le faire et aller chercher les données là où elles se trouvent. Ensuite, nous avons abordé en 2023 lors du Google I.O. ce qu'on appelle la Search Generative Experience, qu'on appelle aussi GEO, Generative Engine Optimization. C'est ni plus ni moins l'avènement de la recherche conversationnelle et la génération d'une réponse grâce à l'IA.
Et là, les modèles génératifs vont traiter et hiérarchiser un contenu pour apporter encore plus de pertinence dans les résultats. Et ça se matérialise finalement par un onglet qui va se générer, qui va reléguer les résultats classiques vers le bas. Donc oui, on peut se poser des questions sur les taux de clics, l'engagement, est-ce que je vais être visible, etc. En tout cas, elles sont légitimes, ces questions. Et en tout cas, Google l'a poussé. C'est quelque chose qui est live aux États-Unis. En France, on l'a pas vu. On aime bien les tester, par exemple, avec des VPN côté WAM. Mais voilà. Et donc, pour enchaîner avec ce Search Generative Experience, cet acronyme a laissé sa place à ce qu'on appelle AI Overviews et qui a été annoncé lors du Google I/O en 2024, donc très récemment, au mois de mai, 14 mai. Et tout ça, en fait, est poussé par Gemini. Gemini, c'est le langage qui va permettre de générer des réponses multimodales, donc qui vont combiner voix, texte, audio, vidéo, etc. Et AI Overviews saura justement agréger toutes ces données pour pouvoir pousser encore plus de pertinence. Et pour faire vite, parce que je vois que le temps passe, aujourd'hui, AI Overviews, c'est quelque chose qui est très, très mouvant et je me suis permis justement de rapporter deux études. La première, c'est celle qui date du 22 mai et puis, là, cette personne dont je ne saurais prononcer le nom, qui fait partie de la société Wanli aux États-Unis, s'est permise d'aller tester 25 000 recherches e-commerce, et il en ressort des enseignements qui sont plutôt intéressants. Non seulement on a, seulement 16% des requêtes qui retournent une réponse de type AI Overviews. Donc autant vous dire que la verticale e-commerce est peu, encline justement à avoir des AI Overviews, se dérouler, donc sous une forme de page, un SGE augmenté, mais avec sans les liens, bleus dessous. Hem Donc voilà, ça nous donne une première idée du contexte e-commerce à ce niveau-là. Et ensuite, ce que Google va pousser dans les overviews, ce sont pour 80% des sources qui ne sont pas déjà positionnées en première page de Google. Donc ça laisse entendre qu'il y a des opportunités finalement pour tout le monde. Et ça, on observe tout simplement. La deuxième étude qui date du 4 juin, qui est beaucoup plus récente, on a vu que Google progressivement réduisait justement la génération de AI Overviews pour partir de 84% de taux de présence, de taux de génération en avril, et aujourd'hui on est à moins de 15%. Et le e-commerce, alors moins de 15%, c'est une moyenne. Le e-commerce, ça représentait à peu près 23% des requêtes sur un panel qui est beaucoup plus large que les 25 000 recherches évoquées précédemment. Mais voilà, aujourd'hui, Google freine. Il a eu un peu les foudres de certains internautes, même de beaucoup, sur des requêtes qui étaient fausses, sur des fake news, des choses comme ça. Des exemples qui sont pas très beaux, mais en tout cas, c'est un coup de frein et Google revoit sa copie et il revient. Voilà. Bref, ça bouge beaucoup aux US. Donc c'est à suivre. On voit bien à l'image du sensor de SEMrush. Tous les jours, on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent. Chez nos clients, ça se voit aussi. Mais quoi qu'il en soit, en France, ce qui se passe, c'est que on a la présence sur une recherche transactionnelle de ce qu'on appelle les product grids, des grilles de produits qui sont ni plus ni moins des listings de produits issus du shopping, issus des sites e-commerce, des produits qui sont poussés de la bonne manière finalement pour être visibles de cette façon. Et c'est plutôt intéressant puisque on voit que ce sont clairement la tendance, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est que la fonctionnalité Product Grid a complètement éclos au mois de mars et continue à être bien présente. Et on le ressent et on le voit chez nos clients. On taira les noms, mais en tout cas, vous voyez bien les tendances. L'idée, c'est de pouvoir suivre ça de près avec quelque chose sur la Search Console qui s'appelle apparence dans les résultats de recherche. Si vous cliquez sur fiche marchand, vous allez pouvoir voir le nombre de clics qui seront générés sur les grilles de produits. Je vais en finir avec les leviers et je pense que dans 5 minutes, on sera pas mal.
Vous avez vu finalement le contexte e-commerce qui est très favorable, Google qui pousse pour aller contrer Amazon, proposer des pages de résultats de plus en plus pertinentes, et puis surtout des événements qui marquent des grands coups justement autour de l'IA générative. Euh, euh, je pense que Google a un coup de pression aussi avec tout ce qui est OpenAI, et je pense que c'est David qui vous en parlera cet après-midi. Mais quoi qu'il en soit, je vous propose d'aborder quelques leviers qui sont à activer et qui pour nous sont pertinents pour pouvoir aborder une stratégie e-commerce sur Google efficace et performante. La première recommandation, c'est de s'assurer bien sûr d'être éligible à Google Shopping. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez possibilité de générer des flux, soit par Excel quand vous avez un petit nombre de produits, mais le format le plus adapté, c'est bien sûr de partir sur des formats JSON oui c'est ça, JSON qui vont permettre justement de, 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 de diffuser en fait de manière dynamique tous les produits et de les tenir à jour. Vous avez plus de 60 attributs qui sont obligatoires ou facultatifs. Et l'idée, c'est bien sûr d'aller les travailler pour ensuite aller chercher des requêtes qui seront non seulement de la top tail, donc très recherchées, mais aussi de la longue traîne, moins recherchées et surtout euh, moins concurrentielles, mais tout aussi pertinent, voire même plus. La deuxième recommandation, c'est bien sûr d'optimiser vos fiches produits, ce qu'on appelle les PDP, Product Detail Page. C'est le nerf de la guerre. Clairement, on le pense sincèrement, c'est Google, pour pouvoir afficher des produits sur Google Shopping et puis sur les produits grid, finalement la reco, c'est de pousser un produit et d'avoir une page qui soit construite de la bonne façon, avec la bonne exposition du produit, avec tous ses détails, hein, toutes ses caractéristiques, ses avantages, offrir de la réassurance, offrir une expérience utilisateur. Voilà, et puis techniquement que ça soit stable derrière. La troisième recommandation en complément de cette fiche produit, bien sûr, c'est les visuels. Le visuel, aujourd'hui, la recherche est visuelle. Donc Google va tenter et nous impose finalement de s'adapter finalement à son format qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire trouver une sorte d'homogénéité. Et tout ça, ça passe par des visuels qui sont en haute résolution, avec des bonnes dimensions, des produits qui sont présentés de manière à l'unité, et puis par exemple sans bordure, sans fond, pas de mise en scène, etc. Tout ça pour faire entrer ça dans une sorte de liste qui soit homogène et propre. Et les visuels, on sait que c'est quelque chose qui peut, par exemple, peser sur des temps de chargement, donc optimisez-les et travaillez-les correctement, et ça devrait bien se passer. La quatrième recommandation, c'est bien sûr les synergies SEO, SIA, UX. C'est un travail de consort qui doit être mené sur une page produit, sur un site e-commerce globalement, hein. À commencer par une double présence SEO et SIA, par exemple, quand vous avez euh, un bon positionnement plus des annonces, travaillez-les, regardez finalement comment ça se passe en termes d'optimisation des dépenses, et puis surtout échanger des bonnes pratiques, title, format d'annonce, les mots-clés qui sont cliqués, etc. Les échanges de bons procédés sont plus que recommandés. Les critères EAT, donc qui sont basés sur la qualité du contenu, hein, le contenu utile, la pertinence des pages aussi, sont très très importants, et clairement SEO plus UX ne font qu'un à ce niveau-là. Et pour le SIA, c'est très très bon pour le quality score. Et enfin, c'est ni plus ni moins des économies d'échelle, hein, à faire. Les ressources internes doivent être communes. On a un développement qui peut être efficient et surtout héroïste. Donc synergie, synergie. Euh, la cinquième recommandation, et qui est la dernière, c'est voilà, observer, analyser, monitorer et surtout tester. Vous avez possibilité d'observer ça à travers différents outils qui sont bien sûr le Google Merchant Center et la Google Search Console, bien sûr Google Analytics, mais en tout cas tous les connecteurs sont possibles pour faire croiser toutes ces données, euh, et, euh, et surtout tester, c'est-à-dire si vous avez la possibilité d'aller voir un petit peu ce qui se passe aux États-Unis avant que ça arrive en France, on ne sait pas quand, eh bien, ça vaut le coup justement d'anticiper et puis de prendre une longueur d'avance sur vos concurrents. Et donc, en résumé, ce qu'on vous propose, c'est une combinaison qui est gagnante pour une visibilité optimale. La cohérence.
elle est de mise. Et là, on est vraiment sur un triptyque où on va travailler le contenu d'une page produit, le flux produit et les données structurées. Tout ça, ça va alimenter le shopping graph, ça va alimenter l'IA pour pouvoir finalement permettre à vos produits d'être affichés sur Google en face de réponses de recherche qui sont de plus en plus complexes, mais tout aussi pertinentes. Voilà à peu près l'état de l'art du e-commerce sur le SEO. Et je crois que j'ai terminé. Eh ben, super, merci Maxime. On va passer aux questions. On a Anne-Sophie qui nous pose une question. Je vends des produits dermatologiques et mes produits ne sont pas jugés éligibles pour du Google Shopping avec comme motif bouleversement personnel dans la publicité personnalisée. Les annonces ne doivent pas cibler les utilisateurs de manière à exploiter leurs difficultés ou leurs problèmes, une solution ou c'est peine perdue, selon toi, Maxime? Alors, j'ai déjà croisé un cas comme ça pour de la parapharmacie où effectivement les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques ou dermato peuvent aussi être refusés sur le flux shopping. Alors Google est très capricieux à ce niveau-là, mais pour le coup, le cas que j'ai croisé, c'était que certains produits étaient considérés comme de la drogue. Donc je me souviens que cette personne m'avait parlé justement d'échanges interminables avec Google et puis difficilement accessible aussi. Mais en tout cas, il y a des produits qui malheureusement ne sont pas éligibles parce que considérés par Google, et c'est une machine qui a derrière, considérés par Google comme des produits qui ne sont pas aptes à être proposés sur sa plateforme. Je peux vous donner un autre cas, un autre exemple. Par exemple, la marque Redskins, elle n'est pas acceptée sur Google Shopping parce que Google pense que c'est des propos racistes. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas forcément de réponse, mais en tout cas, il faut pas perdre de vue que oui, il peut y avoir des biais qui sont inattendus. D'accord, très bien. Merci pour ta réponse. On espère qu'on a bien répondu à la question de Sophie. Si jamais, on pourra creuser derrière pour Effectivement, en rediscuter plus précisément. On a une autre question de Emmeline. Pour faire du e-commerce SEO, il faut donc travailler ses fiches produits, mettre en place un flux produit Google Shopping. Mais pour ressortir sur la SERP, est-ce qu'il faut être en ads? Alors, ce sont deux leviers qui sont distincts, qui sont complémentaires. On n'a aucune contrainte à penser que il faut annoncer en ads, puisque sur un secteur concurrentiel, sur un marché qui est concurrentiel, ça fait partie du jeu. Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en tout cas, c'est miser sur cette complémentarité. Et pour ressortir en SEO, je pense pas qu'il y ait besoin d'investir massivement en ads. C'est vrai qu'on a tendance à penser que plus on paye à Google et plus il nous est favorable. On n'en est pas convaincu et l'idée c'est de travailler le SEO d'une part, le SIA d'autre part et surtout, je le rappelle, les synergies sont importantes. Mais je suis pas sûr que mettre la main au porte-monnaie va vous donner plus de visibilité SEO. Merci. On a encore une question de Louis. Quel avenir pour les annonces SIA Shopping avec l'arrivée du SGE? SGE maintenant AI Overviews, Ouais. tu en as parlé. Google ne perd pas le nord, hein, de toute façon. Donc pour le SIA, il va y avoir toujours une part belle qui lui sera donnée. Ça pourra même être au-dessus de l'affichage AI Overviews. Mais quoi qu'il en soit, quand Google va générer un encart AI Overviews ou une page de résultats AI Overviews, il va finalement pousser le shopping donc sous une forme payante ou naturelle en complément pour pousser justement l'expérience. Je prends un exemple, je veux aller faire une randonnée dans les Alpes en hiver. Google va nous proposer une réponse qui sera autour de la météo, autour de l'équipement qu'il faudra prendre. Pour le coup, je vous propose par exemple des chaussures qui sont Gore-Tex, qui sont isolantes, etc. Et là, pour le coup, des produits pourront être poussés, que ce soit en SIA ou en SEO. Et après, voilà, pour finir sur cette question,
Google va aller chercher aussi des mots-clés qui sont hauts en enchères aussi. Donc ça fait partie aussi du jeu, ce sont ses revenus. Et voilà. Donc il y aura une cohabitation d'annonces de payants et de naturels. Très bien. Donc au final, si on revient à la question qu'on avait tout à l'heure, s'il y a un lien entre, si on remonte mieux en SEO, si on fait aussi du SIA, au final, ça peut aussi, ça peut aider, peut-être. On croit aux vertueux. Ça, c'est sûr. Exactement. Ouais. Moi, alors j'ai une question que tu n'as pas parlé de page catégorie. Oui. Est-ce que là aussi, est-ce que peut-être on a encore 2-3 minutes, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Tu as parlé de fiche produit, mais pas de page catégorie. Complètement. Ben, on nous pose souvent la question et c'est vrai que par le passé, on a souvent prôné justement les pages catégories, les pages qui listent des produits pour les pousser sur Google. Et on voit bien aujourd'hui que Google va prendre un petit peu la place de ces pages-là en proposant lui-même ses listings. Donc oui, la question elle est complètement légitime. Est-ce qu'on doit abandonner les pages de listing? Alors la consigne c'est non, travaillez-les le mieux possible, quitte à les rendre un peu plus optimisés en termes d'expérience, avec une logique de guide d'achat, etc. Donc on peut très bien aller chercher avec une page de listing, une page catégorie, un peu plus d'informationnel, qui est à mi-chemin entre l'informationnel et le transactionnel. Et puis surtout, ce sont des pages qui sont un peu piliers sur votre site. Donc, en termes de structure, d'accessibilité des produits, ce sont des pages qui sont encore hyper importantes en fait, qui sont vraiment piliers sur votre site pour optimiser le passage des robots et surtout pour pousser des produits phares. Voilà. Et sur le e-commerce, on a des pratiques qui sont aussi, par exemple, du déploiement de search indexing. C'est ce qu'on appelle le déploiement de pages de listing qui sont basées sur des recherches émises par les internautes. Et là, les webmasters sont en capacité de déployer massivement des pages en fonction de certaines requêtes à la volée, à condition qu'elles soient bien faites. Mais en tout cas, voilà, ces pages de listing sont encore le nerf de la guerre pour les e-commerçants. Et elles ont toujours une visibilité sur les pages de résultats. On sait que Google vient aussi marcher un petit peu sur leur plate-bande. Donc, c'est pour ça que finalement, cette complémentarité fiche produit plus page de listings, elle reste importante. Ok, merci Maxime. On a encore quelques questions dans un tout petit peu de temps. Bien sûr. On a Sid qui nous dit est-ce qu'il y aura des impacts négatifs des iOS sur le SEO? Les iOS vont-elles réduire le trafic sur les sites e-commerce qui font du blogging pour attirer des futurs clients? Eh ben, les iOS, ce sont les iOverviews. On peut le penser, oui, complètement. Aujourd'hui, comme je vous l'ai montré sur les slides, c'est que on est encore dans l'expectative, on regarde beaucoup ce qui se passe outre-Atlantique. On peut penser que les produits vont avoir moins de visibilité et surtout, Google a tendance à faire la part belle à des sites qui ont une plus forte autorité et qui sont très spécialisés sur une thématique. Donc oui, forcément, les cartes vont être battues. Néanmoins, ça donne aussi un peu d'opportunité à d'autres sites qui avaient moins pignon sur cette première page de résultats et qui peuvent tirer justement leur épingle du jeu à travers justement ces différents leviers qui sont par exemple l'optimisation du shopping. Si vous allez chercher un produit, si vous allez optimiser un produit et puis peut-être détailler un peu plus, voire même beaucoup plus, ses caractéristiques, ses usages, les besoins auxquels il doit répondre, etc. On sait que la recherche est conversationnelle et Google pourra possiblement pousser ce genre de résultats. Et en parallèle, on peut penser par exemple à tout ce qui est People Also Ask, des autres questions posées. Quand vous regardez un peu les résultats, ce ne sont pas forcément des sites qui se positionnent en première page, et Google a réussi à leur donner un petit peu plus de couleur. Donc c'est à peu près pareil pour iOverviews, il y a un rebattement des cartes, mais on reste encore beaucoup dans l'expectative, on ne saura pas s'avancer aujourd'hui. Très bien. Et deux dernières, donc il y a Ali qui nous dit je vois dans une slide que vous avez filtré par trafic naturel. Chez moi, j'ai uniquement tout, annonce, fiche gratuite. J'imagine que la dernière est la bonne. Merci d'avance.
Je me souviens plus quel slide. C'était. Moi non plus. Vous avez filtré tout, annonce, fiche gratuite. Peut-être qu'on pourra revérifier et répondre à cette question quand on enverra le document, Ali. Et, on reprendra, ouais. On reprendra la question, on répondra, parce qu'à la fin, on vous enverra le document, à la fin, il y aura une partie questions, on répondra à toutes les questions auxquelles on a posées là. Et on répondra à cette question, Ali, on regardera sur les slides. On va devoir vous quitter parce qu'on enchaîne là sur toute la journée les 5 autres webinaires. Merci Maxime, merci à tous d'être venus, merci pour vos questions. Ouais. À 11h, si ça vous intéresse, on a le prochain webinaire sur la data avec Orchestra en guest, qui est un client, et on va parler de sa stratégie de collecte de données, comment on l'organise. Merci Maxime, merci à tous. En tout merci cas, à tous. On vous envoie tout ça d'ici jeudi. C'était très intéressant, on espère que ça vous a plu, et puis on espère aussi vous revoir sur tous les autres webinaires de la journée. Je vais vous faire un petit rappel. On a data à 11h. Entre midi et 14h, on a 2 webinaires sur l'accessibilité et sur les relations presse. Stratégie éditoriale en début d'après-midi et sur l'IA, les agents conversationnels pour clôturer à 15h. Si vous avez encore le temps de vous inscrire. Merci à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Salut Maxime. Bonne journée à tous.